Ensemble, vivons le bonheur d'Algérie. Ensemble, apprécions les couleurs d'Algérie. Le soleil, les merveilles du pays, un réveil de fraîcheur et de vie. Ensemble, vivons un moment de nostalgie. Mesdames, Messieurs, bonjour. Très ravi de vous retrouver en cette matinée du 4 juin 2021. Nous serons ensemble jusqu'à 10h30. Alors ce matin, en compagnie du docteur Fethi Benachnou, nous allons parler on va parler d'un phénomène que nous vivons chaque année, particulièrement avec l'approche de l'été. Il s'agit des moustiques. Et bien que les moustiques soient très gênants, mais parfois ils sont vecteurs de plusieurs maladies. Nous en parlons ce matin en compagnie du docteur Benachnou, toujours dans le registre de la santé. Hier, au niveau de l'hôtel Sofitel, une rencontre a été organisée au profit des journalistes afin de faire plus ample connaissance avec les biosimilaires et quel est leur impact sur l'économie de la santé. Nous reviendrons également ce matin. Nous en parlons aussi sport, puisque cette fois-ci, nous allons nous intéresser aux échecs. Oui, nous allons nous intéresser aux échecs et ce sera en compagnie donc d'une championne d'Afrique en jeu d'échecs. Kenzan Char, dans sa rubrique habituelle le vendredi, donc pour le mouvement associatif, cette fois-ci, elle va parler d'un événement. Alors, elle va revenir sur un événement. Il s'agit du Safe Food Challenge, donc le challenge sur la sécurité sociale. Un peu plus de détails en compagnie de ses invités. Nous terminerons l'émission en musique, et musique shabi particulièrement. Et ce sera donc en hommage donc au feu Saïd Kassidi, lui qui est le banjouriste donc de l'Arhmou Saleh Amar Zahi. Voilà un peu pour le menu de ce matin. Nous vous rappelons que notre émission est sponsorisée par Coral Peinture. Mais avant cela, les nouvelles du ciel en compagnie de Mina Abed. La météo vous est présentée par Mobilis. Mobilis, أينما كنتم. Mina Abed, bonjour. Bonjour. Comment ça va? Ça va. Alors ce matin, un temps plutôt brumeux, humide. Oui, oui. Retour des pluies, des nuages. Certaines pluies, oui, effectivement. Bon, pas de grands orages, mais quand même. Non, ça va. Quand même. Voilà, ça va. Un peu plus de détails, Mina? Avec plaisir. Allez, on y va. Merci beaucoup. Bonjour à tous. Excellent réveil, effectivement. Ce matin, un petit peu de brume, des nuages bas sur l'ensemble des régions côtières. Et puis le ciel restera toujours nuageux, notamment à l'ouest, au centre et à l'est du pays, avec quelques pluies. En journée, des pluies un peu plus marquées sur les régions intérieures. On notera des orages sur le nord Sahara, la Saoura, le sud-ouest, l'extrême sud de l'Oga et le Tassili. Et puis un ciel plutôt voilé sur le Sahara oriental ou encore les oasis. Les températures de cet après-midi, on notera sur la moitié nord 24 degrés à Alger, 27 à Tizi Ouzou, 35 degrés à Constantine, 30 degrés à Djelfa, 40 à Gardaya, 45 degrés à Ilizi, 38 à Hassim Soud, 39 degrés à Tanarasset et Janet, et enfin 46 degrés. Ce sera la maximale pour le Sahara central et l'extrême sud. On passe tout de suite à l'état de la mer. Pour cet après-midi, on notera une mer agitée sur l'ensemble des régions côtières avec des vents entre 20 et 40 km/h à l'ouest et à l'est et entre 30 et 40 km/h sur la partie centre. Place tout de suite au continent africain pour aujourd'hui. On notera un ciel plutôt voilé, un temps agréable à Niamey, N'Djamena ou encore Khartoum. Un ciel dégagé au Caire, côté Mercure. On notera 28 degrés à Tripoli, 33 à Tunis, 43 degrés à Niamey et enfin 41 degrés à N'Djamena. Excellente matinée et à tout à l'heure midi. La météo vous est présentée par Mobilis. Mobilis, أينما كنتم. Merci beaucoup, Mina. Merci. Donc, on te retrouvera tout à l'heure? Tout à l'heure. Après le journal télévisé du midi. Et donc demain. après 19h aussi. Oui. 19h aussi? 19h Voilà. aussi. Et demain, Et pour demain. Bonjour d'Algérie. Avec plaisir. Voilà, très bien. Merci beaucoup, Mina. Merci. Alors, Mina, est-ce Oui. que tu sais que hier, donc, il y a eu un match amical Algérie-Mauritanie. Et comment donc, le premier match amical sur 3 prévu par la sélection algérienne. Donc, c'était hier, le premier, donc, face à la Mauritanie. 4 buts à 1 pour l'équipe nationale. Prochaine sortie, donc, des Verts face
face à cette fois-ci un ténor africain. Il s'agit du Mali. Ce sera dimanche, donc toujours au niveau du stade Tchaker, au niveau de Blida. Vous retrouverez un peu plus de détails en compagnie de Hakim Kouchroud dans son émission dimanche, Inch'Allah. C'est l'heure du foot. Voilà. Et en hommage, donc, et pour encourager l'équipe des Verts, pause musicale cette fois-ci en faveur des Verts en compagnie de Jam. Et on se retrouve juste après. Et de retour sur le plateau, encore une fois, bon courage et bonne réussite à l'équipe nationale et place à la santé à présent en compagnie du docteur Fathi Ben Achnou. Bonjour docteur. Bonjour, صباح الخير. Moucharak. Ça va? وانتوما. Alhamdulillah. Alhamdulillah, mis à part la visite de quelques visiteurs ces temps-ci, le soir particulièrement, qui nous empêche de dormir. Et ça c'est classique le soir, tout ça. Maintenant, maintenant ils n'ont plus d'heure. Vous savez, l'OMS, elle définit la santé comme un état de bien-être physique, mental et social. Et le sujet d'aujourd'hui, c'est des créatures qui justement perturbent, sont dangereux sur le plan physique, qui perturbent le bien-être, sont dangereux sur le plan physique, mental et social. Je crois que le sujet d'aujourd'hui, et je vais le dire, les moustiques, je crois qu'ils sont un danger pour pour cette définition. Le bien-être, vous l'avez dit, c'est ne serait-ce que on est déjà le sommeil perturbé. Perturbé, le sommeil, tout ça. Physique, c'est là où le problème. Jusqu'à présent, classiquement, le moustique, quand il vous pique, c'est une brûlure. Vous savez pourquoi il y a une brûlure? Vous savez pourquoi ça pique? Parce que le moustique est un hématophage. Tout simplement, ça veut dire qu'il se nourrit de sang. Sa nourriture, c'est le sang. Donc, il faut qu'il pique. Alors, il fait introduire comme une paille. Une paille, c'est ce qu'on appelle le dard, comme celui de l'abeille. Le dard, il l'enfonce. Mais on a une tendance, le sang humain, quand il sort, quand il reste pas dans son circuit normal, il a tendance à se coaguler. Le moustique, regardez les merveilles de la nature, injecte avant de commencer à pomper,
il injecte un produit qui va empêcher le sang de se coaguler. Pour que quand il tire sur la paille, quand il tire le sang, il n'y a pas de coagulation. Regardez ce petit être, ce phénomène, tous les trucs qui l'entourent. Donc vous voyez que c'est un hématophage et qu'il dilue notre sang. Et comme il injecte un produit étranger au corps, ça développe une allergie locale. C'est pour ça qu'on a envie de se gratter, tout ça. Deuxième, physique. Et c'est un danger physique, et on va être avec l'actualité du Covid. Vous savez que le Covid-19, le virus, se transmet par voie aérienne, ce qu'on appelle les virus pulmonaires. Mais les virus aussi, eux aussi, c'est quelque chose de formidable, peuvent utiliser les moustiques pour être transportés. Donc vous voyez que là, ça devient beaucoup plus sérieux, utilise les moustiques. Par exemple, Ebola, par exemple, chikungunya, ces maladies. Et entre parenthèses, pourquoi on appelle chikungunya, Ebola, tout ça? C'est l'endroit où a été détecté pour la première fois une maladie. On lui donne le nom de la localité. Ebola, c'était un village en Afrique. Ça, c'est important. Regardez, ce qu'il faut retenir, c'est que ce moustique est extrêmement dangereux parce qu'il porte atteinte à notre bien-être, à notre physique. C'est au même titre que, attention, c'est au même titre que Covid-19, hein, parce qu'on peut avoir, et je vais expliquer pourquoi, état bien-être physique, mental et social, parce que son origine, son traitement, sa prévention est d'abord sociale. Pourquoi ça? Le virus, et il y a différentes familles. Il y a les moustiques, regardez ça, c'est un moustique tigre. Le moustique tigre, et justement, il faut le prendre au sérieux. Moi, je trouve qu'on ne le prend pas assez au sérieux parce que c'est lui qui transmet Ebola, chikungunya, toutes ces cochonneries, toutes ces maladies. C'est plus que des cochonneries, au moins c'est des cochonneries. Ensuite, au niveau social, qu'est-ce qui se passe? C'est que les moustiques adorent l'eau, adorent toute goutte d'eau, ils l'adorent. C'est important pour eux parce que c'est un lieu de pendaison, c'est là de reproduction. La femelle moustique, c'est là où elle pond, et elle pond jusqu'à 500 œufs au niveau de... Et là, justement, docteur, vous me tendez la perche, justement, par rapport à la prévention, parce que finalement, la prévention, donc, il n'y a pas de doigt, comme vous le dites si bien, donc il n'y a pas de médicaments, donc on ne va pas chez la pharmacie d'à côté. C'est très bien c'est très bien d'avoir évolué, parce qu'il y a toute une série de justement, j'allais vous poser la question, j'allais arriver à cela par rapport à la prévention. Donc là, pour revenir encore une fois à la prévention, donc là, la prévention, c'est tout simplement, donc doit se faire déjà avant la période de reproduction, n'est-ce pas? Supprimer les gîtes, on appelle, supprimer les gîtes des moustiques. Mais la société actuelle dans laquelle on vit, alors surtout l'urbanisation, ces immeubles, toutes ces choses-là, favorisent l'humidité, ne permettent pas la circulation de l'air. Là, on est en train de nous détruire de nous-mêmes, hein. Ces constructions, ces bâtiments, c'est toutes ces choses-là. Ça, c'est important. Ensuite, mais regardez la force. Le plus petit pot de fleurs qu'on a, même qu'il est petit, on appelle ça une sous-tasse, ou je ne sais pas comment, un soupeau. Un soupeau. On va souper. Regardez, c'est excellent. Merci pour la régie parce qu'elle a très bien compris la situation. Et il faut détruire tout ce qui est eau et toujours ce qu'on appelle les gîtes des moustiques. Parce que, attention, pourquoi je dis ça? Ça peut nous réserver pour l'humanité, surtout qui ne respecte pas les sociétés, qui ne respectent pas un minimum de lutte contre les moustiques, elle est extrêmement importante. Et vous avez noté que les moustiques sont en augmentation. Oui. Je dis par exemple, vous savez que quand on construit des immeubles, on laisse un vide entre, c'est ce qu'on appelle le vide sanitaire. C'est par où descendent tous les conduits d'eau usés, très bien, évacuation, mais ces évacuations bougent, c'est pas hermétique. Alors ce qui fait que depuis des années, l'eau, mauvais usage, l'eau d'utilisation qui n'est pas l'eau courante, mais les eaux usées se sont
accumulées. Vous savez, parfois, j'ai vu ça, ce sont de véritables piscines qui sont sous les habitants. De véritables piscines d'eau usée, c'est la nurserie, c'est la maternité, c'est des moustiques. Donc, il est extrêmement important. Attention, attention, c'est pas Baïd Shar quand il y aura une catastrophe de paludisme, parce qu'ils transportent de paludisme ou de dengue, ça c'est des maladies, ou d'Ebola. On n'est pas à l'abri de ça. Je crois que la situation au point de vue sanitaire mondial est élément fondamental. Le réchauffement climatique, c'est pas de l'écologie ou de l'environnement. Non, attention, c'est une atteinte. Le moustique, pour vivre, il a besoin d'un environnement, température, chaleur, tout ça. Comme il y a un réchauffement climatique, ça veut dire que les situations propices se décalent et montent chez nous. On a trouvé des moustiques du paludisme en Italie. Vous savez, on devrait se lancer en Algérie, je dis en urgence, les départements et les recherches de virologie, et au niveau de l'entomologie, et l'Institut Pasteur algérien, à l'époque, était très avancé dans ce domaine-là. Je trouve qu'on a commencé à faillir, et surtout, cette politique absurde, que je dis absurde en tant que médecin, de l'immobilier et de construction. Ça va complètement bouleverser la situation et développer ces moustiques et ces maladies. Attention, le SRAS, le syndrome respiratoire aigu syncytial, c'est l'ancêtre du Covid. Il s'est développé dans un pays d'Asie, je ne citerai pas, un pays d'Asie qui est caractérisé par les nombres de tours qu'il y a. Pratiquement, il n'y a plus de soleil, il n'y a plus de vent, ces constructions-là. Ça favorise l'humidité, beaucoup, vraiment un environnement propice pour la propagation des moustiques. Alors, docteur, encore une fois, justement, lorsqu'on a envie de faire face aux moustiques, on l'a dit il y a quelques instants, au niveau des pharmacies, donc on a un choix, par exemple, de sérums, d'huiles essentielles, même des bougies qui sont fabriquées pour... Qu'est-ce qu'on peut dire sur ce point-là? C'est de la cochonnerie. C'est de la cochonnerie, ça ne sert à rien. Et puis il y a même des astuces de grand-mère, hein, mettre quelques plantes, l'ahbak par exemple, au niveau des fenêtres. Ça, c'est attention. On parle pour lutter contre les moustiques, les fameuses pastilles, le fish-fish, l'effet aérosol, toutes ces choses-là. Ça va aggraver les situations si vous avez des enfants, si vous avez des personnes âgées, si vous avez des gens qui sont asthmatiques, parce que ce que vous faites fish-fish et ce que dégagent ces pastilles, c'est des produits chimiques qui vont être inhalés. C'est un peu plus dangereux parce que maintenant, ils sont inodores, donc on ne ressent même pas, on ne sait même pas ce qu'on est en train de sentir finalement. Donc, on est en train de prendre la mauvaise voie, et là, ça c'est important. Ce qu'il faut, c'est justement agir sur l'environnement. Et aussi, il y a une bêtise, moi, que je ne comprends pas, pourtant on le redit. Vous savez, il y a des camionnettes qui vont passer en été avec un dégagement de brrr, qui font la joie des gosses qui courent derrière. En général, c'est du mazout que l'on brûle, ça sert à rien du tout. Il y a une méthode, c'est pour ça que je dis qu'on doit traiter scientifiquement. Il faut avoir un département d'entomologie. Comment on lutte contre les moustiques? On lutte contre les moustiques, c'est vers le mois de janvier-février. Premièrement, c'est éradiquer les points d'eau, les concentrations d'eau stagnantes, et mieux lutter. Vous savez, on sait que la femelle moustique pond dans des endroits où il y a des flaques d'eau partout. Et c'est sur ça qu'il faut lutter. Et il y a un moment où on lutte contre le moustique. Au moment où c'est sous forme d'œuf, quand il est développé et qu'il commence à voler, vous pouvez courir, c'est trop tard. Vous savez, il y a eu des expériences d'explosion nucléaire. Quand on a fait exploser des bombes, on faisait des tests sur les cafards. Les moustiques n'ont pas du tout été touchés par des radiations. Donc vous voyez que c'est un sujet extrêmement important auquel on doit en urgence s'attaquer d'une façon scientifique, et que les mairies, les BCH, les bureaux communaux d'hygiène, ça ne doit plus être des administrations, ça doit être des
hyper compétents, des gens dans leur domaine qui doivent faire partie des BCH. Ah ben voilà, merci beaucoup, docteur. J'ai ramassé. Mais en tout cas, on a eu le plus important. Merci beaucoup, docteur. On se retrouve vendredi prochain, Inch'Allah, pour une autre thématique. Merci beaucoup. Et on continue. Alors, la Covid-19 est toujours là, donc le virus n'est pas derrière nous, toujours à côté de nous. Et là, ça va être un spot de sensibilisation que nous vous proposons. Et on se retrouve juste après. Et de retour sur le plateau, place au sport, mais pas n'importe quel sport, pas des moindres, un sport plutôt cérébral. Il s'agit des jeux d'échecs. Nous en parlons ce matin en compagnie de Monsieur Nasser Nasser. Bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes entraîneur. Oui. Et aussi ancien membre de l'équipe nationale des jeux d'échecs. Et parmi nous ce matin également une championne d'Afrique des jeux d'échecs, Lina Nasser. Bonjour. Marhaba Lina. Merci. Alors Monsieur Nasser, Lina n'est autre que votre fille. Oui. Et Lina a une très grande chance d'être prise en charge et entraînée par son papa. Oui, vraiment. N'est-ce pas? Oui. Voilà. Alors, avant de venir à vous, Monsieur Nasser, je voudrais, Lina, donc là, on comprend très vite que c'est un virus qui a été transmis du papa vers la fille, n'est-ce pas? Vers la famille, toute la famille. Toute la famille. Oui. Alors, vous avez contaminé tout le monde, Monsieur Nasser. C'est tout le monde qui a été contaminé. C'est plutôt une passion. Voilà. Une passion noble, on va dire. Oui. Voilà. Alors, Lina, donc, tu as hérité ça, vous avez hérité ça de votre papa, n'est-ce pas? Oui, vraiment. Alors, ça a commencé comment? Depuis que j'étais jeune, on s'entraîne régulièrement. Déjà, quand je suis née, il y a mes frères qui jouent, mes sœurs aussi, mon père aussi. Donc, il nous a appris. J'ai commencé à l'âge de 6 ans. Très jeune. Oui, vraiment jeune. Et j'ai commencé à avoir des titres à l'âge de 7 ans. Championnat d'Algérie. Déjà à 7 ans, à 7 ans. Oui. Alors, Monsieur Nasser, vous êtes l'entraîneur donc de Lina et bien entendu donc vous êtes vous-même donc spécialiste, vous êtes vous-même joueur. Alors, parlez-nous un petit peu donc déjà de l'importance des jeux d'échecs, mais surtout de leur place au milieu donc des jeunes qui s'intéressent à cette discipline. Voilà, les échecs, ça permet aux enfants et aux joueurs d'avoir plus de concentration, plus concentrés. Et ça les aide dans les études, au niveau réflexion, beaucoup plus. Ça améliore la qualité de réflexion et la vitesse aussi. La vitesse. Aussi la mémoire, ça travaille aussi la mémoire. Donc un joueur d'échecs en général a une mémoire un peu plus développée qu'un autre joueur. Parce qu'il est habitué tout le temps à travailler des ouvertures, des répertoires qui nécessitent une mémoire. Voilà. Je parle un petit peu technique, mais c'est... Oui. Voilà, donc il y a toujours... Un joueur d'échecs travaille toujours, tout le temps, ce qu'on appelle des arborescences, des répertoires qui développent la mémoire. Alors il faut dire que c'est une discipline quand même qui est très prisée par les jeunes aujourd'hui. Il y a beaucoup de jeunes qui s'intéressent. Oui. Pour preuve, donc il y a des compétitions, il y a des championnats auxquels les athlètes, on va dire, donc participent. Oui, oui. Au niveau national, maintenant, il y a beaucoup de tournois qui s'organisent. Il y a la qualité, il y a la quantité aussi. Il y a beaucoup de jeunes joueurs qui s'inscrivent dans cette discipline, vu les vertus de la discipline. C'est-à-dire les parents maintenant sont conscients qu'inscrire leur enfant dans une section d'échecs
leur apporte un plus pour l'enfant. Alors, vous êtes l'entraîneur, mais vous êtes le papa aussi. La relation, elle est comment? Donc, généralement, quand on est papa-entraîneur, c'est pas comme lorsqu'on est simple entraîneur. Oui, quand on est peut-être un peu plus exigeant oui, ou moins quand on passe aux échecs, on oublie le papa, c'est l'entraîneur. Ah ben voilà. Donc c'est bon, on arrive à se dissocier donc, du rôle du père. Voilà. Très bien. Alors, Lina, championne, n'est-ce pas? Donc, d'Afrique déjà, des jeux d'échecs, n'est-ce pas? Là, donc, votre couple est parmi nous ce matin. Alors, parlez-nous un petit peu de cette expérience, des défis que vous avez relevés et surtout on va dire, les matchs qui vous ont le plus marqué, on va dire. Des adversaires plus ou moins difficiles, plus ou moins tenaces. Bon, ça dépend des compétitions maintenant, mais les matchs où c'était les plus durs, c'était surtout dans les compétitions du niveau senior et du niveau mondial aussi. Là, j'ai rencontré des joueurs classés au top mondial et c'était vraiment dur. Vraiment. C'était dur, ils étaient tenaces, ils Oui, avaient des tenaces. stratégies différentes peut-être? Peut-être, oui. Eux aussi s'entraînent encore plus que nous. Ils ont plus de moyens, plus d'expérience. Mais Inch'Allah, un jour, je pourrais arriver à leur niveau. Ah, certainement, si le papa est derrière, il n'y a pas de raison, n'est-ce pas? Voilà, Oui. Mais sinon, bien entendu, ce sont des enseignements que vous allez apprendre, ce sont des expériences aussi qui vont s'ajouter à votre parcours. Oui, c'est bien sûr. Plus on joue, plus on a de l'expérience. Plus on pratique, plus on est mieux. Voilà. Donc, il faut toujours s'entraîner au quotidien, régulièrement. Et sinon, Lina, il y a eu des déplacements, même en cette période du Covid. Oui. Donc, ça a été un autre challenge pour vous? Oui, et c'était avec la pandémie et tout, c'est pas facile. Et pourtant, vous avez relevé le défi? Oui, c'était au championnat d'Afrique en Malawi. J'étais senior. C'est les seniors, je me suis classée deuxième. Vice-championne d'Afrique. Alors, justement, Monsieur Nasser, la pandémie, on va dire, n'a pas été un obstacle donc pour aller plus loin encore dans les épreuves. Donc, vous l'avez vécu comment, donc particulièrement avec les participants? Bon, moi, j'ai pas fait le déplacement, mais comme j'ai suivi par Internet, je l'ai assisté par Internet. Bon, c'était difficile parce que déjà, il y avait un long trajet, il y avait des escales à faire. Et c'est la première fois qu'elle joue à un niveau senior. C'est la première fois qu'avant, elle gagnait les championnats dans les catégories jeunes. Mais cette fois-ci, elle a participé au niveau senior. Il y avait des joueuses qui étaient plus âgées qu'elle de 6 ans, 7 ans, 8 ans. Et quand même, elle était pratiquement là. Après quelques parties, elle s'est placée en favori. Elle a montré un niveau de championne. Bon, en dernière minute, elle a perdu le titre, c'est vrai. Mais elle est vice-championne. L'année prochaine, normalement, elle sera championne. Peut-être qu'elle a perdu le titre, mais elle a gagné beaucoup d'expérience. Bien sûr, n'est-ce pas? Oui. C'est pratiquement la plus jeune du tournoi. Et c'est elle qui a monté le meilleur niveau du tournoi. Ah ben voilà, donc prochainement il va y avoir plus de titres, j'imagine, et on vous recevra plus souvent sur le plateau. N'est-ce pas? Oui. Voilà. Alors, votre papa tout à l'heure, il a parlé un petit peu des valeurs, des différentes valeurs qu'on va apprendre, des jeux d'échecs particulièrement, de leur impact positif sur les études. Alors, parlez-nous un petit peu de cela. Ah bon, c'est grâce au jeu d'échecs. Bon, il m'a aidé à améliorer ma concentration, à prendre un bon jugement et de bien décider. Et aussi, c'est surtout la prise de décision. Voilà, Oui. vraiment. Oui. Après des décisions et aussi la concentration et améliorer ma mémoire aussi. Et ça m'a aidé dans mes études puisque je me déplace et j'arrive toujours à gérer mon retard. J'accumule un retard et j'arrive à me gérer. Maintenant, je suis à l'université. À l'université, vous faites quoi? Médecine. Je suis en première année médecine. Première année médecine, Allah Yibarak. Donc, Avec elle a sauté des années Oui, dans j'ai le une année cursus scolaire. d'avance. ah ben, Allah C'est la Yibarak. preuve que les échecs ne gênent nullement un élève. Bien au contraire, donc ça n'a Voilà. d'impact positif. Oui. Voilà. Que d'impact positif. Alors justement, si donc Lina est arrivée déjà à vice-championne, donc j'imagine que le parcours est encore loin devant elle. Donc quelles sont un petit peu vos démarches justement, encore une fois, pour l'encadrer, pour la prendre en charge et pour la pousser à aller de l'avant encore? Bon, maintenant, il faudrait qu'elle gère un peu un entraînement. Il faut élever le nombre d'horaires d'entraînement en quantité et en qualité. Ça veut dire maintenant, il faudrait arriver quand même à comprendre le jeu des adversaires parce que maintenant, elle va affronter des seniors qui ont un coaching qui est quand même d'un haut niveau. Donc maintenant, il faudrait comprendre comment jouent ces joueurs, comment ils sont entraînés et faire élever son niveau d'entraînement en volume horaire et en qualité aussi. En volume horaire, donc en faisant partie d'un club, c'est ça? Oui, ça fait partie du club du NB Mohammedia. Et donc c'est au niveau des clubs que vous vous entraînez?
Ou avec le Non, papa à la maison? avec le papa à la maison, je m'entraîne. Beaucoup Les plus. frères et les Beaucoup sœurs plus. aussi. Oui, surtout mes frères et mes sœurs. On Et s'entraîne. vous les avez dépassés certainement? Non, mais je tous, ils sont tous champions presque. Ils sont tous champions, Oui. d'accord, bah, très bien. Alors il n'y a pas de différence entre eux. Oui. Il y a pas- Donc déjà la concurrence commence à la maison, Oui, n'est-ce pas? Ouais, Le ouais. plus grand défi déjà commence à la maison. oui. Voilà. Donc bien entendu, ce sont des expériences que vous échangez vous-même et la famille. La famille, voilà. Mais moi, mes frères, mes sœurs, on s'entraîne tous ensemble parfois. Et c'est bien, c'est une bonne ambiance. Voilà, donc c'est une ambiance finalement que vous allez créer à la Oui, maison. on peut hein. faire le tournoi à la maison avec des pendules et tout, avec un esprit compétitif quand même. Voilà. Donc vous arrivez quand même à transmettre carrément l'ambiance, on va dire, des compétitions à la maison. Ah oui, c'est important. Les mettre carrément devant, Oui, devant oui. une situation de Ah oui, compétition. c'est important. S'ils n'ont pas d'esprit de compétition à la maison, ils ne pourront pas élever le niveau. C'est-à-dire, lorsqu'elles jouent entre eux, par exemple, il faudrait qu'elle ne joue pas contre sa sœur ou bien son frère. Il faudrait qu'elle ait cet esprit de compétition pour progresser. Voilà, Très important. parce que dès qu'on pense que c'est notre sœur ou notre frère qui est devant, enfin qui est en face, Faut pas on est gentil. plus souple. Voilà. Voilà, on est un peu plus souple et c'est Voilà. pas ce qu'il faut quand on Bien est, sûr. quand on est en compétition. Alors, pour ce qui est un petit peu des stratégies, on va dire, des démarches du jeu lui-même, alors est-ce qu'il y a une différence un petit peu de réflexion, de démarche, de stratégie entre ce qu'on fait, nous, au niveau des clubs algériens et ce qui se fait un petit peu partout dans le monde? Oui, bien sûr. Bien sûr. Bon, là, Le principe est là, le principe est le même partout, le principe- mais après les démarches... bon, ailleurs, il y a des écoles. Chaque région, bien chaque pays a sa propre école. Bon, nous, ici, quand même, on commence à adopter de nouvelles méthodes d'entraînement, à se faire une école qui sera adaptée au niveau africain, arabe et un petit peu. Mais ailleurs, chaque région a sa propre école, ses méthodes d'entraînement. Bon, nous, on essaie un petit peu maintenant de créer un peu des méthodes qui sont adaptées au niveau africain, au niveau arabe, et avec ça arriver au niveau mondial. Mais pour l'instant, on est en élaboration de ces méthodes. Bon, on a quand même pas mal d'entraîneurs, de techniciens. Et le niveau progresse. Avant, on n'était pas fort, on n'était pas. Maintenant, on est leader dans les jeunes catégories, que ce soit garçons ou bien filles. Et maintenant, petit à petit, on monte au niveau senior. On arrive quand même au niveau senior. C'est cette année quand même que nos jeunes commencent à arriver au niveau senior. Et je pense qu'en 2-3 ans, on va être leader au niveau africain arabe. Et c'est là que va apparaître une nouvelle école. Ah ben voilà, Inch'Allah. Donc on voit que la discipline s'impose grâce justement à la ténacité et par la persévérance aussi des jeunes. Alors Lina, il faut dire qu'en ce moment, les jeux d'échecs, ça intéresse beaucoup de monde dans le monde entier. Il y a même des applications, des jeux en ligne qui sont proposés pour s'améliorer, pour s'entraîner. Alors est-ce que ça vous arrive justement de jouer en ligne avec des gens comme ça que vous ne connaissez pas pour essayer de s'entraîner plus, pour s'améliorer, voir un petit peu les autres stratégies? Oui, ça vous bien arrive? sûr. Presque chaque jour. Hein. En ligne, surtout, il y a des joueurs différents qui jouent différentes stratégies. Ça m'aide pour mieux apprendre mes ouvertures surtout. Et m'entraîner aussi, avoir l'esprit compétitif. Voilà. Donc, Et ça c'est en ligne. ça vous apporte quand même un plus de Oui. jouer comme ça en ligne? Oui, bien sûr. Voilà, vous la laissez quand même? Oh, oui. C'est un moyen Vous la d'entraînement quand suivez, même. juste c'est un suivi. C'est une façon de s'entraîner quand même en ligne. On a des adversaires qui sont là qu'on ne voit pas, mais on ne joue pas contre un adversaire, mais contre une position, contre un schéma. C'est encore mieux. Voilà. Parce que l'objectif de ces joueurs-là, c'est d'apprendre à jouer contre des positions, contre des schémas, contre une ouverture, pas contre un joueur. Voilà. Il faut oublier l'adversaire. Et le jeu online, comme ça par Internet, aide à avoir cet esprit. Voilà, cet esprit-là. Alors ça, c'est le trophée que vous avez eu? Oui. C'était En Malawi. en Malawi. Oui, voilà. Vice-champion d'Afrique. Là, vous avez été vice-champion, donc j'imagine que le papa est très fier. Oui, bien sûr. Et comment? Ouais, bien sûr. Voilà. Plus une médaille. Alors, on me dit qu'il y a une médaille, on peut la voir? Bien sûr. Voilà, je sais qu'elle est précieuse, mais on va juste la montrer. Oui. Voilà. Et donc, vos autres enfants aussi sont champions. Bon, par exemple, Lina, elle a gagné 6 fois championnat d'Afrique Barak. des jeunes et Une 6 fois fois le junior aussi. Voilà, une fois aussi le junior. On a pas mal de trophées comme ça à la maison. Bon. Maintenant, ils arrivent à monter au niveau senior, c'est l'objectif. Voilà. Eh ben voilà, c'est une fierté pour vous, pour Merci. votre club et pour nous tous, pour l'Algérie, n'est-ce pas? Merci, Voilà. oui. Très bien. Ben, merci beaucoup d'avoir été parmi nous ce matin. Lina, on vous souhaite une très belle continuation, beaucoup de succès à l'avenir. Et on va vous recevoir très bientôt, j'imagine, cette fois-ci, mais ce sera pour le titre, cette Bien fois-ci, sûr, n'est-ce pas? c'est promis. Inch'Allah. Merci beaucoup, Lina Nasser. Et Monsieur Nasser aussi, donc merci beaucoup d'avoir été parmi Je vous nous ce remercie, matin. Vous merci êtes beaucoup. le père de Lina.
et aussi son entraîneur. Donc on remercie aussi la Fédération nationale des jeux d'échecs, donc qui permet quand même à tous nos jeunes de participer et donc d'aller au niveau mondial. Merci beaucoup donc à vous deux et très belle continuation à vous. Et on continue, cette fois-ci ce sera une balade à travers ces images que nous vous proposons et on se retrouve juste après. Et de retour sur le plateau, je vous le disais ce matin, hier, une rencontre a été organisée au profit des journalistes afin de mieux expliquer ce que c'est les biosimilaires. Donc c'est une session de formation, la première, il y en aura d'autres. On va en parler ce matin en compagnie de M. Derder Boualem. Bonjour. Bonjour. Marhaba. Merci. Alors, vous êtes le chargé de communication de la firme Fraterazès qui elle-même a organisé cette première formation des journalistes dans le domaine médical. Et parmi nous également ce matin, docteur Mohamed Nibouche. Bonjour. Bonjour. Marhaba. Alors, vous êtes expert en affaires pharmaceutiques et spécialisé dans la santé. Dans l'économie de la santé. Voilà, merci d'avoir accepté notre invitation. Alors, Monsieur Derder, hier, il y a eu la première session de formation au profit des journalistes. Alors, le besoin de former les journalistes dans la question de la santé, d'où vient-elle? Vous savez, au niveau des laboratoires Fraterazès, la formation est une activité, j'allais dire, tout à fait ordinaire. Ordinaire, mais nous lui accordons une importance extraordinaire. Extraordinaire dans le sens où la politique managériale du groupe des laboratoires Fraterazès fait que nous essayons d'abord de recruter des personnes tout à fait fraîchement diplômées, sans expérience. Beaucoup vont réagir par rapport à ça en disant pourquoi sans expérience? Parce que lorsqu'il vient sans expérience, on arrive à les mettre dans le sens, j'allais dire, des bonnes pratiques de comportementales, les bonnes pratiques de fabrication, et on les met aux normes directement en fonction des exigences. Et vous savez que l'industrie pharmaceutique a ses propres exigences. Il y va de la santé, il y va de la santé du patient, et c'est dans ce sens que la formation est un courant ininterrompu au niveau des laboratoires Fraterazès, à telle enseigne que nous essayons actuellement de développer un nouveau concept qui est la formation. Alors, la formation consiste tout simplement à former de telle sorte à ce que la personne, ou l'apprenant, si on peut l'appeler ainsi, puisse aller directement appliquer ce qu'il a appris de façon instantanée. Donc, pour revenir un peu à la journée d'hier, donc c'est pour vous dire que c'est dans la philosophie et dans l'âme du groupe des laboratoires Fraterazès que cette première session de formation, elle sera certainement, sans aucun doute, suivie de plusieurs, peut-être à travers les différentes wilayas de notre pays. Et elle s'inscrit dans le but, tout simplement, de faire en sorte à ce que les médias, et à travers eux, et par le truchement des médias, les journalistes, qu'ils soient de la presse écrite, qu'ils soient de la radio, qu'ils soient de la télévision, puissent être non seulement les interprètes de ce langage technique, ce langage pharmaceutique, ce langage parfois aussi médical,
à travers les différents canaux, les différents moyens qui sont mis à la disposition de la presse de façon générale et des médias en particulier, pour que l'on puisse arriver à toucher, à sensibiliser, à conscientiser le patient algérien ou l'Algérien ou le citoyen tout simplement. Et ça fait partie de ce que l'on peut considérer comme étant de l'éducation pour la santé. Très bien. Alors dans ce sens, hier, première session de formation a été consacrée aux biosimilaires. Donc, docteur Nibouche, vous-même, vous avez été le formateur hier. Donc, vous avez eu donc un créneau pour parler des biosimilaires et particulièrement donc l'impact des biosimilaires sur l'économie de la santé. Avant cela, les biosimilaires, c'est quoi ? Alors, merci de la question et merci de m'avoir invité. Les biosimilaires, ce sont des produits pharmaceutiques, des médicaments qui sont fabriqués par des laboratoires de la biotechnologie. Ce sont des produits de biotechnologie définis, en fait appelés, désignés par la loi sur la santé algérienne comme étant des produits pharmaceutiques ou biopharmaceutiques similaires. En fait, ils sont similaires aux produits de l'innovateur, celui qui les a découverts et fabriqués le premier dans le monde. Et cette découverte est protégée par la protection des brevets pendant un temps, entre 15 et 20 ans grand maximum. Lorsque les brevets tombent, les biosimilaires apparaissent. Ils coûtent moins cher parce qu'ils n'ont pas coûté autant que pour l'innovateur, et donc il y a des économies à se faire. Et ils sont excellents de par leur facture. Ils sont tout à fait, je dirais pas identiques, mais ils sont similaires. C'est pour ça qu'on les appelle ainsi. Et ils sont utilisés de par le monde, par tous les systèmes de santé, grâce justement à ce qu'ils permettent d'avoir en termes de qualité, en termes d'efficacité, en termes de tolérance, qui est tout à fait comparable aux produits innovateurs. Mais le grand plus que ces produits offrent, c'est que sur le plan économique, donc le fait qu'ils coûtent moins cher, ça permet aux systèmes de santé et aux systèmes sociaux de faire les économies appréciables pour pouvoir réinvestir cet argent dans la prise en charge thérapeutique. Alors justement, docteur Nibouche, dans ce sens, la conscience collective connaît bien les génériques, mais on ne parle pas du tout de la même chose. Non. En fait, le concept, je dirais qu'il est le même, puisque en fait, le générique est issu exactement de la même façon que pour le biosimilaire, de la chute des brevets. Bon, toutes les grandes entreprises pharmaceutiques qui sont dans la recherche de nouvelles molécules, dans la recherche clinique, dans la recherche de biotechnologie, etc., sont des compagnies qui investissent énormément d'argent, on en est conscient, on le reconnaît, c'est vrai, mondialement parlant, mais il arrive toujours un moment où ce monopole qui leur est légalement accordé pour pouvoir justement rentabiliser leur recherche par les ventes et la distribution des produits qu'ils ont découverts, eh bien, il arrive un moment où cette période de monopole cesse et que l'on rentre dans une compétition qui doit être, de mon avis, une compétition saine. Alors, pour revenir au biosimilaire, docteur Nibouche, alors le citoyen, lui, ou le patient d'une manière générale, comment pourrait-il profiter donc encore une fois, de cette technologie pharmaceutique? La question, en fait, vis-à-vis du patient, passe d'abord par le prescripteur. Puisque ce sont généralement des produits de biotechnologie, donc qui ont une valeur thérapeutique très élevée. Donc on les retrouve notamment dans les pathologies lourdes et coûteuses, telles que le cancer, les maladies d'hématologie, etc. Et ce sont aussi des médicaments tels que celui qui a été mis en février, mis sur le commerce, mis sur le marché par les laboratoires Fraterases, l'enoxaparine, qui ne sont pas très coûteux, mais qui sont des produits de biotechnologie qui ont une très forte valeur thérapeutique. C'est des anticoagulants, ce sont des héparines à bas poids moléculaire. Le patient, enfin, peut profiter de cela parce qu'il a accès à des médicaments plus, je dirais pas plus facilement, mais du fait du coût qui est moindre, l'accès à l'achat
et à l'acquisition de ce produit dont la prescription est obligatoire, je le dis au passage, par les prescripteurs, devient plus facilité. Mais moi, je le vois plus du côté de l'efficience du traitement, puisque dans la mesure où il est similaire à celui de l'originateur, de l'innovateur, c'est accéder à un soin qui était pour d'autres contrées du monde pratiquement impossible, qui devient possible pour la prise en charge de certaines thérapeutiques pour ces patients-là. Pourquoi je disais tout à l'heure, tout à fait au début, les cliniciens? Parce que le prescripteur qui ordonne l'utilisation de ce type de médicaments, les biosimilaires, doit être convaincu lui aussi de leur efficacité, de leur tolérance. Très bien, alors si on doit parler un petit peu de... parce que là, en février, donc, il y a eu mise sur le marché du premier biosimilaire. C'était pas en février, c'était exactement le 3 novembre 2020. Mais nous après, avons lancé donc, la production. Production, mais c'est en février qui a été... qu'on a Disons commencé que le process a duré au moins 8 ans. Parce que c'est extrêmement complexe et Dr Nibouche est bien placé pour en parler. La technologie est très complexe et parfois compliquée, donc il a fallu investir dans le temps pour pouvoir développer cette technologie et acquérir l'ensemble des procédés pour pouvoir arriver à ce résultat-là. Et il faut juste souligner que ce résultat en termes donc, de recherche et de production d'un biosimilaire, c'est pour la première fois qu'un laboratoire algérien donc, se lance dans la fabrication. Nous sommes les premiers à avoir fabriqué ce produit. Il est venu au moment où la pandémie sévissait et continue à sévir, hélas, mais c'est venu à bon escient, c'est venu à temps au moment opportun. Et on a pu donc répondre un peu à la demande, notamment du milieu hospitalier, que nous avons fourni par rapport à ce produit, qui est indispensable et qui est inscrit dans le schéma thérapeutique défini par les autorités de santé de notre pays. Effectivement. Alors, pour revenir encore une fois aux biosimilaires, qu'est-ce qu'on peut dire, par exemple, si on doit évaluer un petit peu la situation des biosimilaires ici en Algérie? Donc la fabrication, c'est la première fois que ça se fait, mais entre-temps, il y a eu des... Je peux vous dire, en fait, en Algérie, l'objectif est d'en fabriquer plus. Et l'Algérie doit acquérir d'ailleurs... je peux vous dire déjà que les compétences existent en Algérie, parce que les compétences en biotech doivent exister d'abord à l'université. On peut citer le cas de Babzois, le cas de l'université de Constantine. Nous avons des compétences importantes, excellentes, dans la recherche, je dirais, même dans la fabrication, l'obtention des cellules biologiques qui permettent d'obtenir des protéines ou des produits organiques tels que les anticorps monoclonaux, etc. Ça, je pense que c'est la première des conditions pour obtenir déjà, commencer à avoir cette culture d'avancée, je dirais, technologique dans le pharma. La deuxième, l'acquisition de la technologie de fabrication de ces produits-là existe d'abord avec ce que les laboratoires Fraterases viennent de faire, mais d'autres entreprises algériennes, compagnies algériennes de la pharmacie, d'autres industriels, sont sur des projets de fabrication de produits biosimilaires. Je pense que 2022 et jusqu'à 2023, nous allons voir apparaître sur le marché des produits biosimilaires. Ce qui est excellent, je dirais, pour l'Algérie en termes d'indépendance vis-à-vis de la production, vis-à-vis aussi de l'exportation, parce que ça permet à l'Algérie aussi de faire connaître à d'autres contrées ce dont nous sommes capables. Et c'est aussi excellent pour notre système de santé, puisque cela va permettre aux patients d'accéder à des thérapeutiques qui ont souffert jusque-là des crises de rupture dont vous avez certainement eu vent, et des perturbations de distribution. Très bien. Alors, qu'en est-il du cadre réglementaire ?
Je peux vous en parler. Allez-y. Moi, je voulais juste, avec votre Oui. permission, rebondir un peu sur ce que vient de dire Dr Nibouche, pour vous dire tout simplement que le défi, en fait, c'est la formation, parce que si c'est un domaine extrêmement complexe et compliqué à concrétiser sur le terrain, cela va dépendre justement de cette approche sur le plan de la formation. Et il ne faut pas que l'entreprise puisse tourner le dos à l'université. Oui. Il ne faut pas que l'université tourne le dos à l'entreprise. Il faudrait que l'entreprise et l'université travaillent en symbiose, travaillent en synergie pour justement arriver à relever de tels défis. Et l'une des activités justement très, très particulières en matière de formation consiste à pénétrer le monde de l'université. Et j'irais même à vous dire qu'au niveau des laboratoires Fraternazès, nous avons organisé des stages d'entreprise pour des collégiens. Ils ne viennent pas en visite. C'est différent, attention. Ils viennent en stage d'entreprise. La problématique était la suivante. Pourquoi attendre l'année du bac pour pouvoir se poser la question de savoir ce que l'on doit faire? Quel est le métier à choisir? Les enfants ou les jeunes adolescents sont très perturbés. Donc il faudrait que ça se fasse de façon prématurée, leur faire découvrir le monde du travail, le monde de l'industrie de façon générale, et les amener à découvrir un peu le choix qu'ils auraient à effectuer par la suite. Donc la formation et la forme action. Alors, docteur Nibouche, très rapidement sur le cadre réglementaire, s'il vous plaît. Très très rapidement, la loi déjà définit les produits pharmaceutiques biothérapeutiques, oui, similaires et non similaires, originateurs. Maintenant, avec, comme vous le savez, la création du ministère de l'Industrie pharmaceutique, beaucoup de textes sont mis en place aujourd'hui conformément à la nouvelle loi. Donc la pharmacie et la pharmacie industrielle, y compris la formation, prennent une force plus importante et un caractère réglementaire très bien, je dirais, mis en place. Donc toutes ces activités sont encadrées et l'encadrement de l'utilisation des biosimilaires comme l'utilisation et la fabrication des produits innovateurs en Algérie va apparaître, je pense que c'est dans le programme du ministre de l'Industrie pharmaceutique, très rapidement, puisque c'est déjà dans les objectifs en fait de l'encadrement. La réglementation, elle n'est pas que nécessaire, elle est obligatoire. Parfait. Merci beaucoup d'avoir été parmi nous ce matin. Merci à vous, Monsieur Derder Boualem. Donc, vous êtes chargé de communication des laboratoires Fraternazès. Docteur Mohamed Nibouche, merci beaucoup. Vous êtes expert en affaires pharmaceutiques et l'économie de la santé. Est-ce que je peux ajouter un dernier mot? Très rapidement, je vous en prie. La science n'appartient à personne. Il nous appartient à nous de la phagocyter, de l'apprivoiser et de s'en servir au même titre que toutes les autres nations. Vive l'Algérie. Merci beaucoup pour ce beau message à vous. Et voilà, on continue. Alors, on vous rappelle que notre émission est sponsorisée par Coral Peinture. Allez, on se retrouve juste après. Enfin, une peinture algérienne aux normes internationales. Tous vos besoins en peinture intérieure, peinture métal, préparation de support ou peinture extérieure, choisissez Coral Peinture. Coral Peinture, c'est les maths à faire.
est de retour sur le plateau et Kenza Nchar est parmi nous ce matin. Bonjour Kenza. Bonjour Nour. Comment vas-tu? Alhamdulillah, très bien. Très bien. Alors aujourd'hui, un autre intérêt pour le mouvement associatif, mais cette fois-ci, ça va être à travers un challenge. Exactement. Une entreprise sociale et en tous les cas un challenge national sur la sécurité alimentaire. Et pour cela, nous avons le plaisir en tout cas d'accueillir Amira Irmal et aussi Karim Brouri. Donc chacun est un petit peu connu de son côté, très engagé sur le tissu, dans le tissu entrepreneurial en tout cas. Donc Amira Irmal, marhaba bikoum. Bonjour. Bonjour à vous. Donc Amira Irmal, je rappelle, elle est ingénieure start-upeuse, donc Mihan Hora, une belle start-up, et aussi elle est l'ambassadrice de Tech2Hub, donc c'est un incubateur, donc on va en parler. Et aussi Karim Brouri, je rappelle aussi, vous êtes ingénieur-chercheur en management et aussi professeur, mais aussi vous êtes le fondateur de Branco, pardon, il y a tellement de i dans les projets donc de Branco, et aussi très engagé aussi dans le tissu entrepreneurial, dans l'écosystème entrepreneurial. Donc marhaba bikoum, vous allez aujourd'hui nous parler de ce Save Food Challenge. Donc dites-nous un petit peu qu'est-ce que c'est ce challenge national. Honorodam, tu commences? Honorodam, allez. Oui, donc Save Food Challenge, c'est un challenge co-organisé avec les clubs scientifiques, donc dans le but de travailler sur la thématique de gaspillage alimentaire. Donc on a lancé l'appel à candidature le 1er mai, mais on a commencé le travail un petit peu en avant. Donc on a lancé une étude nationale pendant le mois de Ramadan avec les clubs scientifiques dans le but de faire la quantification des déchets alimentaires dans les foyers algériens. On gaspille beaucoup. Exact. Donc l'objectif, c'est vraiment quantifier la quantité des déchets, et on va utiliser les résultats de l'étude nationale pendant le lancement du challenge, Inch'Allah, pendant le 18-19 Et qu'est-ce qu'elle a donné cette étude? Ça fait peur, hein? Oui. Alors, sachant que nous sommes de grands gaspilleurs. Tout à alors, fait. si je peux me permettre, en fait, c'est dans une continuité d'action que nous avons dans l'entreprise depuis quelques années. Et en fait, en 2019, on avait déjà fait une étude en partenariat avec l'AND, l'Agence nationale des déchets, sur le gaspillage alimentaire dans les foyers. Alors là, on était à ce moment-là dans les grandes villes, essentiellement à Alger, et pendant le Ramadan, parce que comme on le sait, le Ramadan c'est le mois par excellence, enfin c'est une aberration, mais c'est le mois par excellence du gaspillage. Et en fait, l'idée c'était de recapter le phénomène sur cette année en créant en fait une initiative qui vient ce qu'on dit en anglais du bottom up, hein, c'est-à-dire que ça vient par la base, et initier une action par les jeunes dans une logique de mise en place d'un observatoire in fine national sur le gaspillage alimentaire. Parce que là, on s'est focalisé sur le mois de Ramadan, mais à la Belcom, les mariages, c'est la fête, c'est la fête du gaspillage, etc., etc. Et l'été, enfin bref, chaque période a ses pics, une saisonnalité qui va se mettre en place. Mais on gaspille à longueur d'année, hein. C'est-à-dire que si vous voyez dans les fast-food, je ne parle pas des réfectoires et des restaurants universitaires, des cantines. Excusez-moi, quand on est en train de parler de gaspillage alimentaire, qu'est-ce que vous appelez par gaspillage alimentaire? Alors, c'est quoi? Il y a le gaspillage alimentaire que tout le monde comprend et qui est simple à matérialiser, c'est vraiment jeter de la nourriture. Alors les restes d'un repas, etc. Après, vous avez le deuxième niveau, c'est lors de la préparation des repas, on gaspille en préparant. Donc vous avez tout ce qui est épluchure, etc., qui est considéré comme un gaspillage, puisqu'on peut revaloriser derrière tout ça. Et bien évidemment, vous avez, après, sortant juste 5 minutes des foyers, dans les restaurants, dans les marchés, etc., vous avez carrément des fruits et légumes qui sont directement jetés, ce que vous avez aussi à la maison. C'est que j'achète beaucoup pour réduire mon coût, parce que chez un cajot, ça me revient moins cher que kilo. Donc, fait de hala, tu te retrouves avec beaucoup de tomates à la maison et tu vas en jeter parce que tu n'arrives pas à le consommer. Donc, on se retrouve dans ces situations qui se retrouvent dans plein d'endroits. Mais quand on parle de gaspillage alimentaire et indirectement de sécurité alimentaire, on ne se focalise plus seulement sur le fait qu'on jette l'aliment, mais on a besoin de remonter dans la chaîne logistique de production de ces aliments pour essayer d'avoir des actions ciblées
clé à certains moments. Dans le gaspillage alimentaire, on sous-entend aussi le gaspillage d'énergie, le gaspillage d'eau dans la production, dans la préparation aussi. On a aussi aujourd'hui des façons pour limiter le gaspillage, c'est d'être dans de la coproduction. C'est les thématiques qu'on retrouve dans donc il y aura quoi comme thématique exactement? Alors, il y a la thématique purement gaspillage alimentaire, donc c'est les déchets alimentaires. Nous avons la thématique de coproduction, nous avons la thématique qui a l'amélioration donc l'utilisation de l'eau et des énergies pendant le process. Et la dernière thématique qui n'est pas la moindre, c'est l'amélioration des comportements des consommateurs vis-à-vis traiter le problème à la source. Exactement, parce que malgré tout, c'est nous qui faisons ce gaspillage alimentaire. Donc, qui peuvent s'inscrire dans ce challenge? Alors, aujourd'hui, comme je le disais, Kenza, je me permets de tutoyer. Oui. On vient de clôturer un autre challenge, alors je viens il y a en mois de mars, sur le changement climatique, climate change. Et c'était le premier challenge, on avait ouvert les portes jusqu'à 16 ans, à partir de 16 ans. Et on avait été C'est merveilleux, ça. Ouais, c'était génial, c'était à Bichar, avec un club estudiantin, puisqu'on c'est devenu une pratique commune chez nous, qui est le club élite. Et on avait parmi les finalistes 2 jeunes filles, Bichariette, de 16 ans. En plus, elles faisaient toutes petites, mais extraordinaires. Ils peuvent apporter des idées très innovantes. D'ailleurs, on a même accueilli j'aimerais dire même des enfants sur nos plateaux qui ont de très très belles idées. Donc, des opportunités pareilles, c'est beau ça. Et en plus, elles ont en plus travaillé sur une problématique complexe qui était comment utiliser la biodiversité pour faire une start-up. Ce qui est complexe, c'est-à-dire déjà, qu'est-ce que la biodiversité? Comment en faire du business. Vraiment très smart. Déjà, ça nous donne du baume au cœur. Bien sûr. Nous qui sommes sur le terrain tout le temps, il ne faut pas idéaliser tout ça. Attention, statistiquement, les gens qui peuvent se tourner vers l'entrepreneuriat et entreprendre, on n'est pas nombreux. Alors, on peut tous l'être. Attention, il ne faut pas dénaturer ce que je dis. Mais on n'est pas tous prêts à attraper cette mode de l'entrepreneuriat qui nous tire vers ça. Donc, dans le challenge, c'est de 16 à pas d'âge, quoi. Très bien. Et on cible toujours on veut prioriser les jeunes qui font des études. Alors, quand je dis des études, attention, il y a les lycéens et les universitaires, mais aussi les gens de la formation professionnelle, mais aussi après les chercheurs dans les labs, les gens qui ont un projet de fin d'études. Et après, la communauté, au sens large, c'est-à-dire que des gens dans l'associatif qui ont des projets dans ce domaine. Justement, est-ce que les associations peuvent participer dans ce challenge-là? Bien évidemment. Alors, il n'y a pas de forme légale qu'on cherche, puisque l'objectif c'est que derrière, après, nous, ces projets qu'on va détecter, ou ces personnes qu'on va détecter, nous allons les accompagner plus tard. Donc, alors justement, là, vous me tendez la main, qu'est-ce qu'on y gagne en participant à ce challenge? Alors, les 3 gagnants, les 5, alors moi je parle beaucoup, passe? tu gères le dispatch. Sinon on va me dire, ouais, tu laisses pas parler les femmes, ta parent, machin. Alors, qu'est-ce qu'on... On va y arriver. Ok, très bien, tu gères. Oui, vas-y. Tu me protèges. Donc, alors, qu'est-ce qu'on y gagne déjà? On dit toujours, première chose qu'on gagne, c'est le réseau. C'est la première chose. Alors, il y a l'expérience en elle-même, ils vont apprendre des choses, faire des conférences, on va leur donner l'occasion de rencontrer des gens, des sommités dans le domaine, des entrepreneurs dans le domaine, des faiseurs dans le domaine. Mais après, ils vont connaître des participants, des players, ça va l'ouvrir. Je rappelle qu'aussi, pour ne pas oublier, c'est qu'on a le parrainage de 2 ministères, enfin du ministère de la Pêche et de la production halieutique et du ministère délégué à l'économie de la connaissance et des startups. Donc, l'objectif, c'est qu'aussi, nous, on fait appel à ces organismes, c'est pour avoir accès à leur réseau, pour que ces participants puissent y accéder. Deuxième chose qu'ils vont gagner, forcément, là, c'est notre expertise, puisqu'on a l'incubateur aujourd'hui, Tech2Hub. Alors, après, justement, Amira, qui est chef de projet de l'incubateur, va nous expliquer, pour les téléspectateurs qui nous regardent, qu'est-ce que c'est qu'un incubateur. Et et bien évidemment, nous, dans les coulisses, alors quand je dis l'incubateur, forcément, c'est indirectement de l'argent. C'est de l'argent. Ça coûte de l'argent, donc ils gagnent de l'argent. On les accompagne pour vraiment
concrétiser, oui. concrétiser le projet et le lancer. Après, là, nous, dans les coulisses, on est en train de voir avec tous nos partenaires, sans citer de nom pour l'instant, qui on a pour objectif de financer vraiment, mettre de l'argent dans la cagnotte de ces projets qui seraient ce qu'on appelle business ready, c'est-à-dire que vraiment ils sont prêts à passer à la phase terrain, commercialisation. Donc je rappelle, donc chercheurs, étudiants, mouvements associatifs, ils peuvent carrément s'inscrire à ce... Et jeunes de 16 ans. Et jeunes de 16 ans. 15 ans, on pourrait. Ça veut dire qu'on est humain. Hein, c'est génial parce que là, vous êtes en train de contribuer à pallier un petit peu à ce gouffre entre la formation, les études et le monde entrepreneurial. Parfois, et surtout même par exemple pour les chercheurs qui ont de très très belles idées, de très très beaux projets de recherche et qui peuvent justement pallier à des problématiques rencontrées sur le terrain par la suite, qui deviennent à travers ce genre de challenge et d'incubateur aussi pour réaliser ces projets de recherche. Ça fonctionne, hein, ça fonctionne. Je te parlais tout à l'heure d'une de nos start-upeuses, Yamina Bouchir, qui a Sidi Bel Abbas, parce qu'on a installé à Sidi Bel Abbas et à Bichar aussi. Très bien. Et elle est originaire de Saïda, qui est une docteure, elle, dans le domaine de l'agriculture et la bio, et qu'on a détecté via un challenge en 2019, parce que voilà, c'est des traditions hein, chez nous. Donc en 2019, on l'a détecté dans un challenge vraiment purement tech, là, c'est un de nos challenges un peu spé. Et dans ce challenge, elle avait une idée, c'était de fabriquer via des bactéries un cuir vegan. C'était comme ça l'idée. Donc 2019, 2020 et aujourd'hui, on est en 2021. Donc de cette idée de fabriquer, de recherche, on est dans de la technologie de pointe, hein, de la biotechnologie. Aujourd'hui, elle est arrivée à fabriquer une paire de chaussures, un sac, un petit porte-monnaie issu d'un cuir, vraiment c'est un cuir, hein, la prochaine fois j'en ramène, qui est fabriqué par des bactéries à base de produits alimentaires jetés, donc les épluchures de légumes, etc., alimentent cette bactérie. Cette bactérie produit un cuir, en fait, c'est une sorte de matériau, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais in fine, vous avez un cuir comme tout cuir que vous connaissez, sauf qu'il est totalement produit par des bactéries. Elle dit we produce a bioliterary bacteria with love. Elle est artiste en tout cas. Elle est artiste. Et elle est incubée en tout cas dans Tech2Hub, c'est ça, Amira? Exactement, juste pour dire, et c'est une chercheuse à la base. En plus. Et en tant que chercheur, moi je peux le dire parce que je suis chercheur et ingénieur, on est très mauvais, nous les ingés, dans le jeu du business, etc. Et on a besoin que quelqu'un nous aide un peu pour s'ouvrir à ça. C'est vrai, parfois on a de très très belles idées, de très très beaux projets où on s'est carrément investi des innovations, mais par la suite, au moment d'aller pitcher, de chercher, voilà. Et donc c'est ce genre d'incubateur en tout cas qui aide. Donc expliquez-nous, alors, qu'est-ce qu'une incubation ou un incubateur Donc, un incubateur, c'est un endroit où, par exemple, les porteurs de projets peuvent avoir, par exemple, un accompagnement pendant la création de leur projet et aussi peut-être perfectionner l'idée globale que vous avez déjà citée. Par exemple, si par exemple ils ont des problèmes de pitching ou bien personal branding. Pitching, c'est présenter le projet. Présenter le projet. Donc, on peut vraiment accompagner les porteurs de projets dans la phase business. Donc, dès qu'ils ont par exemple un prototype, on appelle un MVP, un Minimum Viable Product. Donc, nous, on fait l'accompagnement de porteurs de projets de la phase MVP jusqu'à le POC, Proof of Concept. Donc, c'est vraiment perfectionner le prototype et le faire vivre dans le marché. Donc, avoir les premiers clients. Aller vers les démarches administratives, le montage financier. On fait tout ça, donc l'accompagnement juridique. Chose qui est très très importante. Hein, et déjà parfois. Très contraignante, d'où on a besoin justement d'un accompagnement pour la création. Et je dirais même une grosse partie du travail, c'est un soutien moral. Oui. Parce que cette entrepreneuse ou cet entrepreneur ont besoin, ce que j'appelle moi une bouée émotionnelle. C'est vrai. C'est-à-dire qu'il y a toute l'équipe qui gère et moi je fais un peu le grand frère. Je suis un entrepreneur depuis un peu l'âge de 15 ans, j'ai la quarantaine. Donc, qui m'a le moral, il prend le téléphone, le Karim m'a dit ça. Je dis ouais, mais non, t'inquiète, c'est pas grave. C'est-à-dire, on fait vraiment aussi cet accompagnement moral. Et un deuxième, j'ai coupé Amira, elle m'excusera. Un deuxième volet. Tu l'excuseras Non, allez-y. C'est très important, on fait aussi le matchmaking entre les personnes. Qui
plus compliqué. Ça veut dire quoi, matchmaking? Ouais, alors c'est vraiment d'anglicisme, les ventes des Eux, startups. les incubateurs, les start-upers, ils ont leur lexique. Merci En de vous fait, expliquer. par exemple, on a deux porteuses de projets, Oui. Kenza et vous-même, et d'abord on vous voit chacune dans son côté. Oui. Et il se peut que vous ayez des projets complémentaires. Donc nous, on le voit tout de suite, hein. Et ce qu'on voit encore plus, c'est que vous avez des personnalités complémentaires. C'est-à-dire que vous avez un asset, donc encore une fois, une base de façon de travailler, une culture commune du travail, mais aussi fondamentalement de vie, qui sont les mêmes. Alors parfois, c'est pas, vous pouvez être super rapide, machin, ou très calme, mais fondamentalement, ça match. Et du coup, on essaie de rapprocher ces personnes pour qu'elles puissent travailler ensemble et fidéliser, mais concrétiser un projet commun. Donc tout ça, on va le retrouver aussi dans ce challenge-là. Donc on rappelle juste les dates pour tous les téléspectateurs qui veulent s'y inscrire, s'ils ont des idées d'entreprise dans le domaine de la sécurité alimentaire. Donc on rappelle les dates, donc c'est vous avez prolongé aussi. Exactement. Oui, les dates des inscriptions, donc ça sera jusqu'au 7 juin. D'accord. Et pour la finale, ça sera le 18 et le 19 juin. Très bien. Et où est-ce qu'on peut s'inscrire? Donc le site. Vous pouvez trouver tous les liens sur nos réseaux sociaux, Branco. Donc on a vu les images, l'affiche. Donc on peut trouver ça sur les réseaux sociaux. #SafeFood, c'est ça? Voilà, exactement. Alors, si on peut juste revenir sur l'affiche, probablement. Voilà, exactement. Très bien. Voilà. Ou taper Saifood, ou taper Karim Brouri, Kimet Brouri, voilà. Ou taper Amira Irmal. Alors moi je suis quelqu'un de plus ou moins connu, donc vous allez tout retrouver, c'est très facile. Saifood, ou Branco, ou Karim Brouri. Donc voilà. on a parlé Nour, du gaspillage alimentaire. Par la suite, on a parlé de la sécurité alimentaire. Et puis nous sommes à la veille du 5 juin, journée mondiale de l'environnement. Et puis nous souhaiterions rendre hommage à Salah ad-Din Djibaili, Allah yarhamou. Donc c'est l'homme en tout cas qui a contribué à travers une délégation algérienne en 1972 à on le voit en image. C'est en tout cas, il a contribué à ce que cette journée-là devienne mondiale et qu'on la rappelle chaque année. Donc je rappelle, Salah ad-Din Djibaili, il a mené une carrière extraordinaire, que ce soit dans le domaine des sciences, en écologie ou encore dans le football. Donc il a fait ses études à Montpellier. Par la suite, il est revenu ici en Algérie. Il a occupé divers postes de responsabilité. Il était secrétaire général du Comité national de l'environnement. Et par la suite, donc en tous les cas, ce qu'on retient vraiment de Salah ad-Din Djibaili, c'est celui en tous les cas qui a défendu le principe du pollueur-payeur. Et d'ailleurs, par la suite, il a même été à l'origine de la création du ministère de l'Environnement en 1977. Et puis, malheureusement, il a été assassiné le 31 mai en 1994, juste en sortant de l'université. Donc, Rabbi yarhamou. Et puis, on lui rend hommage pour tout ce qu'il a fait pour l'écologie en Algérie. Et ben voilà, merci beaucoup Kenza. Merci encore d'être revenu sur ce rendez-vous. Donc, Save Food Challenge pour le bel hommage que tu as rendu ce matin à ce grand écologiste aussi. Donc Kenza, on te retrouve vendredi prochain avec plaisir, avec une autre thématique. Merci à tes invités qui étaient parmi nous ce matin. Karim Brouri, merci beaucoup. Merci. Donc vous êtes fondateur de Branco. C'est ça. Et Amira Irmal, responsable de l'incubateur Tech2Hop. Merci beaucoup d'avoir été parmi nous ce matin. Et puis, très belle réussite pour le prochain challenge. Un petit salut à la caméraman qui était une camarade d'école. Caméraman Manel. Exactement. Eh ben Manel, voilà. Mais de rien, on revient. Ça fait longtemps que je ne l'ai pas vu. Ça fait longtemps, voilà. Merci beaucoup. Et on continue. On va se retrouver dans un petit moment pour la dernière ligne droite de cette matinée. Et ce sera en compagnie d'un groupe Shahabi qui viendra rendre hommage au feu donc Saïd Qassidi, qui lui est le banjouriste de Amr Zahir al Saleh. Mais avant cela, pause musicale en compagnie de Zahir, du groupe Zahir, qui a fait une très belle reprise justement d'une chanson Shahabi. On se retrouve juste après.
عشاق الزين سعفو ما في القلب حزين جرحت الخدين بالمدامع ديما سيالة شعلت نار البين في دليلي والعجر توالا ابويا حنيني طب قلبي من قولت لا ابويا حنيني طب قلبي من قولت لا لا حسدوني الناس في غرامك يا غصن الياس مدبلت النعاس عيونها كيف عيون غزالة وجميع اللي قاسين والفيل البدر جهالة ابويا حنيني طب قلبي من قولت لا ابويا حنيني طب قلبي من قولت لا لا يا عشاق الزين ساد وما في القلب حزين جرحت الخدين بالمدامع ديما سيالة شعلت نار البين في دليلي ولا جرت والا ابويا حنيني طب قلبي من قولت لا لا ابويا حنيني طب قلبي من قولت لا لا الزين سعفو ما في القلب حزين جرحت الخدين بالمدامع ديما سيالة شعلت النار اللبين في دليلي ولا جرت ولا ابويا حنيني طب قلبي من قولت لا ابويا حنيني طب قلبي من قولت لا لا يا خير الانام حسنك ساباني عاشق بداوم عن طول زماني حرم لي طعم والنوم جفاني الله المنازول انا عاشق مجدد الله المنازول عاشق مجدد في حب الرسول سيدي محمد الجميع مهل علينا منصور الشافع خير البرية نرهن ونبيع وما عليا الله لما زول عاشق مجدد المهزول عاشق مجدد بحب الرسول سيدي محمد سيدي محمد. Et voilà, ça a été une superbe reprise donc de la chanson Abouya Hnini par le groupe El Mahrousa. Nous invitons donc un membre du groupe à nous rejoindre sur le plateau. Alors Idriss Tria. Idriss, تفضل معنا. Alors voilà, Idriss vient de nous rejoindre. تفضل معنا Idriss. Alors bravo, d'abord très très belle reprise que vous nous avez fait découvrir, découvrir non, mais vous nous avez fait écouter ce matin, Yatek Saha. Alors groupe El Mahrousa, donc groupe Chabi qui rend hommage donc plus grande voix de la chanson Chabi, n'est-ce pas? C'est l'objectif تاعكم vraiment revivre كما نقولوا حنا ماذا بينا نعاودوا نحيوا التراث. ويقولوا الناس كاين بزاف هضره تقول او بدا ينقص الشعبي بدا ينقص يقولوا يموت وما يزيدش يسمعوه بصح دوكا كيما حنا لا جوناس ماذا بينا نعاودوا نحيوه كما نقولوا وحنا نقولوا دائما بلي الناس تسمع الشعبي هي دائما الناس الدواقه ايوا يا اخي كاين يقول لك دواق كاين alors Idriss donc راك en compagnie des autres membres du groupe donc راك مع اصحابك اليوم ما جاش معنا لو بيانيست
n'est-ce pas? Nadjesh Lounis, il n'est pas avec nous ce matin. Mais parmi nous, on rappelle Mohamed Waleh, n'est-ce pas? Qui est la percussion. Et Abdelrahman. بونجورنيست في الجيتار. في الجيتار فوالا بونجوريست. دونك راكم معنا اليوم صباح. الوغ احكيوا لنا دابور ادريس لو جروب تاعكم كومون vous avez eu l'idée de vous regrouper donc de faire ce groupe. كيفاش حتى جيتوا كيفاش حتى تفاهمتوا بيناتكم ودرتوا لنا لو جروب هذايا؟ يا بون احنا بدينا كان اللي بدا في الجمعيه في لاسوسياسيون تاع اندلس، كان اللي يقرا الاندلس سي لا باز نبداو. دونك بديتوا كامل درتوا لي زاسوسياسيون؟ نو دوك مع الاول بدينا كل واحد وين. كاين انا بديت في السندوسيه. داكوغ. كاين كيما البونجورنيس عبدو نقولوا بون عبد الرحمن شرع الله في الجيتار. مام هو دار الجمعيه بصح بعيد شويه. ومن بعد محمد كيف كان من جهه واحده اخرى جمعتنا ريبيتيسيون. لقينا حنا نتفاهموا من هذاك النهار دوك يا لو فيلينغ تفهمتوا بيناتكم صحيت. من داك الجمعيات كش ما يسحقوها كاسوسياسيون حنا منها انا نريبيتيو تما ومنها رانا شغل نزيدو ندخلوا في الدومان كيما هو سير تيرا وبالعقل بس كاين تزيد تعلم الناس على برا. كاين اللي يعرف كاين كيما نقولوا لونتوراج ديالنا الحمد لله كان فيه شويه فنانين كبار. تما جانا لونور لا ريحنا معاهم وسرقنا منهم شويه ومازال تزيدوا تسرقوا منهم مازال يزيدوا يمدوا لكم ومازال تسرقوا ويمدوا لكم. فوالا الوغ جوستومون لونتوراج تاعكم اللي راك تحكي عليه اللي سرقتوا منهم مازال يمدوا لكم. دونك جيماجين كو سا لور في بليزير دو فوار دي جون كوم سا كي سانتيريسو شعبي ناس با. دونك سي كوا ان بتي بو لا ريلاسيون تاعكم معاهم؟ كيفاش تتعاملوا معاهم؟ كيفاش يتعاملوا معاكم؟ Parce que le chabi c'est quand même un art très particulier كما قلنا بلي الناس الدواقه هي اللي تسمع له. و il faut dire que الناس اللي تسمع الشعبي ce sont des gens très exigeants. on n'a pas droit à l'erreur معاهم. وي surtout معنا واحد هنا على بالك. معنا واحد هنايا surtout كان اللي يحبوا القصيد. وي القديم يبريفيريوه خير من لي شونسونات. يقولوا الجد حاجات الى قديم بزاف عندها 1000 سنه ما اكثر. يحبوا الخدمات هذوما الصحاح. ويقول لك من ذاك يقول لك ما تميتيش يبيتي دير انت الستيل تاعك. يقول لك ملي حكيت تبدا ميتي كشيخ. حنا كاع نحبوا عمر الزاهي الله يرحمه ويجمع له. Et justement اليوم راكم معنا parce que vous voulez rendre hommage aussi à Amr Zahi au bonjouriste aussi n'est-ce pas قصيدي الله يرحمه السعدي. هذوك سي تان بيلي ملي اللي كانوا. و vous avez eu l'occasion تعاملتوا معاهم؟ نو ما كامل بعيد كمان نشوف نسمعوا بالك القديم هما كبار سي جينيراسيون ما بصح راهم يقولوا لي في لاغيجي في لاباستي بلي عبد الرحمن البونجوريست تاعكم يلعب قريب كيما قصيدي سي فغي؟ ماشي قصيدي طاير يحب طاير داكور اولد سكول سي عندهم المانيير كل واحد كان بتيم واحد تلقاه يجري كيما والاخرين عباد كبار توجور تلقاهم تقال يلعبوا كيما شخصيته. تري بيان. شنو هما لي بروجي تاعكم ادريس؟ لي بروجي تاعنا احنا ماذا بينا نسجلوا نخرجوا بالك غنى بالك نسيو كنكريو من ميوزيك ما نبقاوش غير نعاودوا. وي من داك جيب شويه جديد. هي صح فيها صح سي فري كي نجيبوا حاجه جديده اون بيرمي اوسي التراث تاعنا نحافظوا عليه اكثر واكثر. دوك على خاطر كاع راهم يعاودوا النص الكبير كاع يتي كاين اللي ما يقدرش على الكلام يكتب ماشي سي با دوني تو المون. فوالا واش يدير في بلاصتو يبدل يلحن. Très bien, Idriss, Inch'Allah, on vous souhaite une très belle continuation. Inch'Allah, بالتوفيق لكم. Inch'Allah. Voilà, on vous invite encore une fois à nous interpréter une autre belle chanson. يعطيك الصحة, Idriss, d'avoir été parmi nous ce matin. يعطيك الصحة, يعطيكم الصحة. Donc, Mohamed Abd Rahman, تفضل d'avoir été parmi nous ce matin. Donc, on vous laisse nous interpréter encore une fois une autre très belle reprise, donc tirée tout juste du patrimoine musical chabi algérien. Donc nous arrivons à la fin de notre émission. Merci beaucoup de nous avoir suivis. Je vous souhaite à tous une très agréable journée à tous et je vous retrouverai avec un très grand plaisir demain inchallah à partir de 9h et je vous laisse en compagnie donc du groupe El Mahrousa. Au revoir. اشتياقي
سارت نياقي لمول البراقي يا مصعب الفراقي من بعد التلاقي انتو يا صاح الله الله ابشر بالهنا يا من هو يسعى للهادي الشفيع أحمد محمد صلى الله دايم بالدوام على المصطفى خير الأنام يا مولاي يا مولاي على المصطفى خير الأنام الله الله يا من جاي لمنيح دربالك صغلي مقالي تبت مقالك والعالم بيربي بأشغالك والعلم بحالي وحوالي